Une différence quand même. Le roman commence dans une maison de passe qui est un petit peu particulière, puisque ce ne sont pas des femmes qui satisfont les clientes, mais des poupées en silicone. Et qui les satisfont en intérieur, Oui. ils ne s'expriment pas, les pauvres filles. Oui. Bon, mais ça, c'est un truc, c'est vrai, quoi. C'est une mode qui vient du Japon. Alors, c'est pas vraiment une mode, parce qu'en France, il semblerait que ça ne prenne pas vraiment. Le concept, voilà. Je pense que les Français ont besoin. Hein, bizarrement, oui. Mais ça va peut-être venir. Hein. Non, mais j'étais au Mans ce week-end, et au Mans, il y a un type qui a ouvert un établissement comme ça. Ça a duré quelques mois et ça n'a pas marché. Alors, je pense que là, dans les petites villes, il y a peut-être aussi quand même un peu le regard des autres autour. En tout cas, celui-là, il existe hein, à Paris. Et moi, j'ai trouvé ça un jour dans un article du Parisien. Et je me suis dit, quand même, c'est incroyable ce truc. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? À la fois pour monter une affaire comme ça, et surtout pour aller consommer. Parce que franchement... Alors évidemment, après, les clients, il faut les écouter aussi. Ça, ce qu'ils disent est intéressant. Et il y a eu une telle polémique autour de l'établissement en question qu'il a dû fermer, il a réouvert ailleurs. D'accord. Je peux vous le dire, pour ceux que ça intéresse. J'ai le tuyau. Mais c'est payant. Hein, la passe, ah oui, c'est presque 100 € quand même. Pour une poupée en silicone. Bon, elles sont sophistiquées quand même. Hein, mais c'est plus cher qu'un être humain. C'est plus cher qu'un être humain. Oui, parce qu'il y a des filles dans la dark avenue de... Tu sais, là où il n'y a pas de lumière au bois de Vincennes. Là, pour 5 €, ça marche, quoi. Hein. Bon, évidemment, elles ne font pas tout. Mais pour ce tarif-là. Et puis c'est dehors. Wow. Alors que là, c'est quand même... Bon, c'était un truc, c'était un appartement, c'est organisé comme un petit truc privé, quoi. C'est pas les belles maisons closes qu'on a connues dans le temps. Est-ce que vous l'avez visité après Décrivez la pièce. Je pourrais vous donner l'adresse, il n'y est plus de toute façon. Non, mais c'est un appartement avec 3 chambres. Et dans chaque chambre, il y a une jeune femme en plastique. Alors ça, c'est quand même aussi, c'est un truc intéressant quand même. Moi, je l'ai travaillé, bon, du point de vue, évidemment, là, on en rigole, mais moi, ça m'a pas trop fait rire quand même. Ces évolutions de la sexualité, ces espèces de misère un peu sexuelle, et puis cette façon quand même qu'on a on tombe dans une espèce d'anthropomorphisme, et en même temps, ces clients-là, ils ont peur des femmes, ils ont peur de se confronter à des femmes. Ils vont voir ces poupées-là parce que elles ne leur disent que des choses agréables, parce qu'elles parlent. Quand vous appuyez sur le petit bouton, des fois, elles vous disent « Tu es le plus beau, tu es un merveilleux amant », alors que dans leur vie privée, c'est pas forcément le cas. Quand il y en a un qui dit, quand ils ont une panne sexuelle, elles rigolent pas, quoi. Voilà, donc il y a un peu de thérapie, il y a un peu une espèce de se réassurer, en quelque sorte, hein, au sens étymologique, par rapport à ce qu'on est. Voilà, c'est ce que j'ai compris de ces personnes. À partir de là, il y a une série de meurtres dans Paris, dont les victimes sont mutilées. En fait, normalement, le tueur essaie de corriger certains défauts de leurs victimes. Elles sont localisées par des envois de SMS aux proches d'Edwige Marion. Ouais. Dans les romans policiers, il y a souvent des tueurs en série. Est-ce qu'en France, il y en a beaucoup? Il y en a comme partout. Des meurtres isolés. Ouais, il y en a comme partout. Je pense qu'aujourd'hui, le pourcentage de tueurs en série parmi les auteurs d'homicide est très faible. Il est très faible. Pourquoi? Parce qu'on les chope tout de suite. D'ailleurs, si vous avez l'intention de commettre un crime, sachez que c'est foutu. Vous n'y arriverez pas, vous vous ferez prendre. Voilà. Alors le tueur en série, bon, c'est toute une logique qu'on ne va pas développer ici, ça serait trop long. Pour ce qui est du livre en lui-même, c'est un petit peu l'habillage, encore une fois, le ciment qui va venir appuyer ce que je veux développer en réalité dans ce livre, c'est-à-dire quelques évolutions sociétales, un peu sociologiques aussi, sans que ça soit barbant pour celui qui va lire. Et lui, c'est vrai que ce type-là, il a envie de... Il a trouvé la femme parfaite, qui est aussi une espèce de fantasme que j'ai développé.
pour les besoins du livre, il a trouvé la femme parfaite, il l'a perdue, donc il essaie de la retrouver en modifiant d'autres décors. Bon, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui a déjà été traité dans le passé, mais voilà, on essaie de faire la créature idéale, on essaie de donner vie à quelqu'un, parce que sa femme parfaite, pour le coup, c'était quand même pas une femme au sens complètement, c'était pas une poupée, mais c'était pas non plus une femme au sens on peut l'entendre classiquement. Je ne vais pas tout dire, parce qu'après... Non, on ne va pas tout dévoiler, parce que sinon... Ça nous permet de passer au deuxième livre que vous avez écrit pour ce soir. Vous ne l'avez pas écrit pour ce soir, mais vous l'avez écrit, c'est Piquette à la requête. On va donc aborder les nouvelles enquêtes de Nestor Burma. 3 auteurs impliqués dans ces nouvelles enquêtes. J'ai pas été invité, ouais. Ça va venir. J'ai 2 complices, oui, en affaire Burma. Alors, Piquette à la roquette, on pense tout de suite évidemment au vin, c'est ce qu'on doit vous dire souvent. Oui, c'est pas du tout ça. C'est pas ça du tout. La piquette, c'est pour le tatouage. Oui, c'est ça. C'est ça. Les tatoueurs, on les appelle les piqueurs dans le langage un peu familier. Des gens qui les entourent, on les appelle comme ça. Donc, Léo Mallet avait des titres qui étaient un peu. Jacques a fait les caras d'opéra, toi c'est Crime dans les Maroilles. Marolles. Les Marolles, c'est le quartier populaire de Bruxelles. Enfin bon, je ne suis pas de Bruxelles. Et bon, après il y aura peut-être, je sais pas, un machin dans le camembert, ça, mais c'était le but, c'est trouver des titres qui sonnent un peu comme Léo Mallet le faisait. Oui. Qui intrigue. Voilà, qui intrigue et puis qui résonne, avec une rime, quoi, enfin quelque chose qui efface ou retient. Alors pourquoi ça? Parce que moi j'ai choisi le 11e arrondissement. Alors pour la petite histoire, je ne l'ai pas fait exprès au moment où j'ai choisi le 11e. Il se trouve que Léo Mallet, qui a écrit 15 romans sur Paris, qu'il a situé donc dans les arrondissements de Paris. Les mystères de Paris. Voilà, les nouveaux mystères. Les nouveaux mystères de Paris. Les nouveaux mystères de Paris. Il avait décidé de faire le 11e arrondissement, donc c'était son 16e livre. Et puis pendant qu'il faisait les repérages dans le quartier, il a été pris de malaise, il ne se sentait pas bien, et voilà, sa santé s'est dégradée à partir de là. Il n'a pas écrit ce 16e bouquin sur le 11e arrondissement, ce qui m'arrangeait bien d'ailleurs, parce que du coup j'ai pu le faire moi. Mais évidemment c'est contemporain, hein. Ce sont les nouvelles enquêtes de Nestor Burma. Et puis j'ai beaucoup traîné mes guêtres dans ce quartier, parce que j'y habite depuis 20 ans. C'est le quartier aussi qui a été pris pour cible en 2015. Les attentats du 13 novembre. Il faut le Dieu, les attentats du 13 novembre. Et c'est pas par hasard, parce que c'est un arrondissement que les initiés appellent le bistrot de Paris, parce que je crois que c'est là où il y a le plus de bistrots au mètre carré dans toute la ville. C'est un quartier jeune, qui bouge beaucoup, c'est très remuant, c'est un quartier intéressant. Donc il y avait tous ces jeunes qui étaient par grave devant les tatoueurs, devant les marchands de manga, les marchands de vêtements gothico, machin chose, là, vous savez, une sophistication absolue. Et moi, je passais très souvent, je les voyais, je les observais, ces gens. Je me disais, mais comment ils vivent, comment ils font ça? Donc, je me suis intéressée à cette question-là. Et puis, en préparant Sexdol, j'ai passé beaucoup de temps avec la brigade de répression du proxénétisme de Paris, avec qui je suis en contact régulièrement, notamment pour ce livre. Et eux m'ont parlé un peu de ces soirées dans certains clubs, un peu underground, un peu satanico, démoniaco, machin, là, avec des choses assez ahurissantes. Donc voilà, moi j'ai tiré la ficelle, en réalité, je me suis inspirée de ça, pour faire Piquette à la roquette. Qui tourne un petit peu autour du satanisme. Voilà, qui tourne autour des transformations corporelles, déjà, de l'exploitation qu'on en fait, parce qu'elles vont très très loin, parfois, avec des mises en scène absolument dingues, enfin les suspensions. Et puis ces gens qui viennent se gaver d'endorphines, parce que la douleur provoque les saignements de ces gens qui souffrent,
La douleur déclenche la production d'endorphines qui sont beaucoup plus importantes que dans une situation standard, évidemment. Et donc il y a des gens qui viennent lécher le sang de ces gens-là. Je sais, c'est pas ragoûtant, mais c'est comme ça. Il faut faire avec une espèce de réalité qui fait qu'on va toujours essayer d'aller plus loin pour se faire plaisir et se faire plaisir sur la douleur des autres. C'est ça que j'ai voulu parler de Piquette à la rencontre. Voilà, dans le roman. Voilà. Pour tous les trois, est-ce que c'était plus difficile d'écrire alors qu'il y avait un thème imposé, enfin pas vraiment le thème, mais le personnage, avec un passé, c'est un personnage populaire, tout le monde a son imaginaire sur Nestor Burma. Moi, en général, je suis quand même quelqu'un de très... je défends farouchement ma liberté, donc quand on m'impose un personnage, je fiche le camp. J'ai horreur de ça, donc on m'a déjà proposé le poulpe, j'ai dit non. Et là, Burma, je ne suis pas une fan de Léo Mallet. Je suis plutôt une fan de Simoneau et de Frédéric Dard, mais pas les San Antonio, les autres. Surtout Simoneau, j'aime beaucoup. Et donc, mais j'ai eu toute la série avec Guy Marchand, par contre, ça j'aime bien. J'aime beaucoup Guy Marchand. Et quand Nathalie Carpentier m'a proposé ça, sur le coup, j'ai dit non. Et après, je sais pas, je trouvais que le personnage était quand même intéressant parce qu'elle me disait, mais tu vas avoir totale liberté. Je dis, je veux que ça se passe à Bruxelles. Or, il n'a jamais quitté Paris. Elle m'a dit, oui, d'accord. Et donc, comme j'ai vu que j'avais quand même vraiment toute l'attitude, j'ai fini par craquer et dire, oui, d'accord, ok. Donc, je l'ai fait vraiment à ma sauce, à ma manière. Il part à Bruxelles avec Guy Marchand. Voilà, et il part à Bruxelles avec son meilleur ami, qui est Guy Marchand. Il part au BIF, qui est le festival du film fantastique de Bruxelles. Et là, je me suis inspirée d'une enquête qui a défrayé la chronique en Belgique, l'affaire Léopold Storm. En gros, c'est un garçon qui se réveille au milieu de ses parents et sa sœur, sauvagement assassiné. Il se souvient de rien. Il dit évidemment que c'est pas lui. Mais seulement, il n'y a que ses empreintes sur les lieux du crime. Donc, dans la vraie histoire, il a fait des années de prison, puis il est sorti. Et donc, moi, j'ai vraiment fait ma propre enquête. Je suis retournée sur les lieux du crime et tout. J'ai été fouillée dans les archives pour me faire mon idée d'après les articles de journaux, tout ça. Et j'en ai fait un truc à ma sauce, orange mécanique, avec mon côté humour noir, voilà. Et dans mon quartier où je suis née, dans les Marolles. Voilà, ça m'a... Oui, c'est ce que vous dites, l'intrigue et les secrets de famille sont totalement inventés et sortent de mon esprit tordu. Oui, voilà. Ça, ce qu'il y a autour, voilà. C'est moi. L'affaire de base, elle existe vraiment, et ensuite, oui. Tout ce qui est autour, la découverte des quartiers, de tous les personnages, un petit peu le fort. Si vous avez envie d'aller à Bruxelles, lisez mon bouquin, parce qu'il y a des adresses dedans, je vous assure. Des coins, mais alors... Là, je suis un vrai ravisi, mais j'adore Bruxelles. Avec les titres des chapitres qui sont des extraits de chansons. Oui. Tous, alors je ne les ai pas tous reconnus, mais je pense que tous sont des extraits de chansons. Ouais. Couleur café, que j'aime la couleur café. Ouais. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ouais. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Il n'y a pas beaucoup de chansons d'Annie Cordy. Oui, alors Annie, je l'avais déjà à toutes les sauces avec ma bébé cornemuse. Ouais. Et Jean-Claude Van Damme aussi, donc là j'ai un peu... je les ai mis en vacances. De lâcher Yvan pour ce livre. Ouais. Jacques, c'était difficile de travailler sur un thème imposé, sur un personnage Non, j'ai pas trouvé ça difficile parce que c'est vrai que je connaissais pas Léo Mallet, moi je n'en avais jamais lu auparavant. De Burma, je connaissais que Guy Marchand aussi, c'était l'écho de la série télévisée, donc moi je connaissais un bonhomme avec un chapeau de travers qui joue du saxo et qui fait des enquêtes. Donc finalement ça s'arrêtait là. J'en ai quand même lu un ou deux des Mallet avant de démarrer mon Burma, pour savoir un peu comment était le personnage, parce que c'est vrai que c'était sympa de travailler en privé, moi qui d'habitude écris plutôt sur des policiers alors que j'y connais pas grand chose. Heureusement qu'on a des bons copains pour nous aiguiller sur les enquêtes. Là, faire travailler un détective privé, c'était vraiment marrant. Je me suis dit, en fait, quand j'ai cherché quel arrondissement j'allais travailler, finalement, le plus simple, c'était celui où moi j'ai travaillé quasiment toute ma vie, le 9e. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas
comme ce gars-là est anarchiste, l'auteur est anarchiste, le personnage est anarchiste, a fait des frasques dans sa jeunesse, je me suis dit pourquoi pas le faire rencontrer le monde du luxe, que je connais très bien, puisque j'ai travaillé dedans toute ma vie. Et donc faire une enquête qui tournerait autour de la joaillerie, puisque je ne l'avais jamais fait dans aucun roman jusque-là. Et quitte à faire un roman dans la joaillerie, autant le faire dans la société où je travaille, donc chez Cartier, parce que c'était aussi marrant de mettre des paroles dans les mots de mon patron, vanter la qualité des ouvriers qui travaillent pour lui, donc c'était un plaisir inénarrable, je peux bien vous le dire. J'ai trouvé que ça pouvait être assez électrique de faire rencontrer un anarchiste avec le monde du luxe le plus total. Et quand j'ai cherché le titre du roman, j'étais dans le 9e, alors j'ai regardé un peu partout, et je suis tombé sur le boulevard Haussmann, je me suis dit, oh, boulevard Haussmann, c'est super ça comme titre, c'est vraiment génial. Alors, je regarde, on vérifie toujours le titre d'un roman. C'est pas trop utilisé. Et en fait, j'ai vu boulevard Haussmann, Léo Mallet, et bon, bah, ok, la boucle est bouclée, on va pas pousser trop loin, donc non, évidemment, donc j'ai trouvé les Carrés de l'Opéra. Donc ça se situe dans ce coin-là. J'ai un petit peu décalé l'action d'ailleurs, parce que je n'avais pas prévu tout à fait à l'opéra à l'origine. Mais comme ça collait bien avec le titre, j'ai ramené ça d'un pâté de maison, parce qu'il y a des endroits, enfin je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais des endroits souterrains à Paris qui sont extrêmement chargés d'histoire et qui sont le cœur de ce roman.